J'enlève mon masque. Hein. Oui, j'enlève complètement parce que... Amis de Beffrovision, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour vous présenter le journal télévisé de cette semaine. En voici le programme. Nous commençons cette rubrique par l'acte de vandalisme qui a été perpétré à la piscine du Cateau. Puis, nous ferons le bilan de la Ducasse de la Saint-Mathieu. Une nouvelle rubrique voit le jour à Beffrovision. Puis, nous assistons à la remise des diplômes des médaillés du travail, suivi de l'Assemblée générale du Sporting Club catésien. Après l'hommage rendu au harkis, nous visionnerons un spot sur le cancer du sein et nous accéderons à l'insoutenable légèreté de l'Hertz et, pour terminer, nos annonces locales. La brigade de gendarmerie a interpellé 2 adolescents âgés de 14 et 15 ans, suspectés d'avoir effectué un acte de vandalisme à l'espace aquatique du Haut. D'après les premières constatations, le préjudice en matériel avoisine les 50 000 €. Notre reportage vous montre l'ampleur des dégâts. L'espace aquatique sera donc fermé pour une durée indéterminée. Alors, monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Alors, l'espace nautique vient de subir des actes inqualifiables. Exactement, on a subi des actes de vandalisme dans la nuit de dimanche à lundi. Il y a eu des dégradations, beaucoup de vitres brisées, comme vous pouvez le constater derrière, les distributeurs également. On a eu nos PC de caisse qui ont été jetés à l'eau. Donc une fermeture provisoire, le temps de remettre tout en sécurité, de pouvoir récupérer les données de nos caisses et surtout récupérer des extincteurs tout neufs parce que 8 extincteurs ont été utilisés pour vandaliser le bâtiment, quoi. Donc sans ces extincteurs, on ne peut pas réouvrir. Et puis vous êtes juste aussi, derrière vous, il y a aussi les distributeurs, donc ils se sont aussi servis, je crois. Voilà, ils se sont servis, donc les malfrats se sont servis, ont consommé les boissons, des confiseries, donc il y a eu de l'ADN déposé parce qu'ils ont laissé leur consommation sur place. Donc la gendarmerie a fait des constatations, a fait des prélèvements d'empreintes, d'ADN. L'enquête est en cours, donc on attend les résultats de celle-ci. Les auteurs sont ciblés déjà, je crois. Donc la gendarmerie a fait des interpellations. Donc pour l'instant, comme l'enquête est en cours, je ne peux pas divulguer grand-chose dessus, mais visiblement des interpellations ont été faites. Oui. Alors ça vous fait quoi au profond du cœur ? Eh ben écoutez, c'est pas ma maison, mais je vous avoue franchement que quand je suis arrivé, que j'ai vu l'étendue des dégâts, j'avais une grosse boule au ventre. Les salariés qui sont venus également, qui sont venus le premier jour, ont eu cette boule au ventre. Donc on passe toute notre journée ici, hein, donc c'est un peu comme chez nous. Donc ouais, ça fait mal. Ouais, c'est plus qu'un outil de travail. Hein. Ah oui, complètement, c'est plus qu'un outil de travail. Hein, donc, comme je vous dis, nous on passe nos journées ici, on passe nos journées ensemble. Donc, je peux vous dire que la peine, elle est très forte. Alors, pour nous, mais aussi pour la clientèle. Voilà. Parce que là, donc, ici, pour l'instant, l'établissement est fermé. Pour l'instant, l'établissement est fermé. Jusqu'à quelle date, je ne sais pas encore. Là, on avance tout doucement. On a commencé à faire un bon nettoyage de l'établissement. Et d'ailleurs, je tiens à remercier mes collaborateurs qui sont venus 2 jours sur site pour nettoyer et sécuriser au maximum l'établissement, qui ont fait un boulot de dingue. Donc, je les remercie encore une nouvelle fois. Là, maintenant, on attend le passage des artisans pour sécuriser les vitres brisées. Parce que la réparation ne pourra pas se faire dans l'immédiat. Donc, dans un premier temps, c'est la sécurisation qui est prioritaire, puis récupérer nos outils de caisse pour pouvoir de nouveau encoder les passes, les différents abonnements, quoi. Parce que c'est déjà une complication en plus du Covid. Hein. Bah, c'est ça, oui. Là, on commençait à reprendre tout doucement, nos habitués, nos abonnés commençaient à revenir tout doucement suite au Covid. Là, on repart de zéro, quoi. Donc voilà, on est dans la même situation qu'il y a 3 ou 4 mois, quoi. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Effectué par les forains, le bilan de la foire Saint-Mathieu est relativement mitigé. En cause, les contraintes dues au coronavirus,
qui ont considérablement réduit les festivités habituelles dédiées à cette grande foire annuelle. Suivons le reportage. Attendez, monsieur, regardez le ballon, là il est bloqué. Non, débloquez-le s'il vous plaît, parce que sinon c'est de la triche. Voilà, merci. Attends, il se concentre, Oui, deux d'un coup. Monsieur Prunier, monsieur Jacquet, merci de nous recevoir. Quel est le bilan de cette fête foraine au Cateau? Monsieur Prunier. Je pense, en parlant en notre nom à tous deux, que bon, le bilan il est assez mitigé. Hein, les mesures barrières nous obligent, si vous voulez, à accueillir moins de population. La population est moins friande de fêtes foraines, est un petit peu plus réservée, je dirais. Donc c'est sûr qu'il y a moins d'affluence, la recette est moins bonne. Mais nous sommes présents et puis le travail est fait de toute façon. Hein. Justement, puisque vous parlez des mesures Covid, etc., comment s'est passé le confinement? Peut-être monsieur Jacquet. Alors le confinement a été particulièrement difficile pour nous parce que, étant donné que les revenus étaient à zéro, les trésoreries se sont vite trouvées en négatif. On a travaillé sur les affaires jusqu'à une certaine limite parce que quand on travaille ça coûte vite de l'argent. Donc c'est compliqué, après il était temps qu'on sorte quoi. On était vraiment content de sortir, plus que les autres années. Alors, il me semble que vous êtes affilié à une fédération. Est-ce que la fédération vous a aidé? Bien sûr, la fédération a tout fait pour qu'on sorte le plus tôt possible. Le problème qui s'est passé, c'est que le gouvernement remet ça aux préfectures, les préfectures remettent ça aux maires. Ce qui fait qu'au départ, toute la législation qui doit nous aider, si vous voulez, à redémarrer, si vous voulez, elle est un petit peu bloquée parce que c'est assez souvent les municipalités qui se renvoient la balle en fait. Hein. La responsabilité était donnée qu'aux maires. Et comme au début on était un peu dans le vague, le virus, personne ne savait vraiment comment que ça se passait, les maires étaient un peu debout sur les freins et on vite annulé toutes les fêtes foraines. Après ça s'est suivi par l'annulation, comme ici qu'on a pu voir. Pas de la fête foraine parce qu'on a un protocole sanitaire qu'on met en place nous, mais de toutes les manifestations autour de la fête. Comme le feu d'artifice, obligation de l'annuler parce que les gestes barrières, étant donné qu'on est passé en zone rouge, c'était pas possible de le faire. Avec les 1 mètre de distance dans le parc Fénelon, ça aurait été trop compliqué. La foire, après la foire, c'est à la mairie de faire un protocole sanitaire. Mettre des barrières, il y a trop de rues adjacentes, c'est beaucoup trop compliqué, on sait que ça va pas être respecté. Le défilé pareil, le spectacle qui était prévu par la mairie le premier samedi, c'était 10 personnes en statique depuis la semaine d'avant, donc obligation de l'annuler, pas possible de faire un spectacle pour 10 personnes. La fête foraine, les protocoles, c'est à chaque forain de mettre ses barrières, c'est à chaque forain de faire le protocole, donc beaucoup moins lourd à mettre en pratique pour la mairie, vu que c'est les forains indépendamment qui font leur protocole sanitaire, qui a été proposé par la Fédération des forains de France et qui est accepté en sous-préfecture et en préfecture. Donc les maires, là-dessus, sont couverts, ça a été accepté en préfecture. La question, comment voyez-vous l'avenir? On ne sait pas. On verra déjà comment le virus va évoluer. Oui, déjà, c'est en fonction du virus. Après, on reste toujours dans le positif. On est des personnes qui aimons la fête foraine parce qu'on y vit, c'est notre vie. On est des personnes joyeuses, donc on n'est pas en reddition, vous voyez. C'est simplement un recul sur nous, un retrait sur nous-mêmes dans la mesure où, bien évidemment, comme il y a moins de population, c'est quand même beaucoup plus difficile de faire un travail en gagnant moins d'argent. Il faut sortir plus d'argent pour faire tourner les manèges, alors qu'on est prêt à accueillir la population. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir énormément de festivités. La fête foraine est là, elle se déplace jusqu'aux gens. C'est aux gens aussi de venir jusqu'à nous. C'est un parc d'attractions qui se déplace dans la ville. Exactement. Voilà. On se dit à l'année prochaine? J'espère, dans les meilleures conditions. Merci beaucoup, monsieur Jacquet. Merci à vous et je voudrais remercier à tous les clients qui se sont déplacés parce qu'on a eu quand même une baisse de fréquentation avec toutes les festivités en moins. Donc je tiens à remercier tous les clients qui ont eu le courage de venir malgré le virus, malgré la crainte et de continuer à vivre. Merci. Monsieur Jacquet, monsieur Prunier, merci. Merci monsieur. Merci. Ça va avec, hein?
de là, tout ça, tout ce qu'il y a là, ici, là, d'accord? Et même les pistolets là, comme tout à l'heure, mon grand. Voilà, tu l'as bien Les pistolets? Vas-y, c'est bon pour moi. Et toi, mon bonhomme? Attends, ici. Papa, aide-moi! Découvrons la bande-annonce de la nouvelle rubrique « L'insoutenable légèreté de l'Hertz ». Avant. Le journal des sports d'André Biangou, notre télé, présente l'insoutenable légèreté de l'Hertz, une fiction plaisante et rafraîchissante pour toute la famille, avec Samantha Whitney, Jean-Louis Glomo et Arthur Galupio. L'insoutenable légèreté de l'Hertz, de l'aventure, du sentiment, des situations cocasses. L'insoutenable légèreté de l'Hertz, tellement mieux. La ville du Cateau rend honneur aux travailleurs et travailleuses en leur décernant la bien méritée médaille du travail. Retrouvons les récipiendaires. D'abord de votre présence, remercier celles et ceux qui se sont excusés, qui ont eu la délicate attention, et puis vous féliciter pour votre parcours professionnel. Pour certains, il a été unique dans une entreprise, pour d'autres, il a été multiple. Et aujourd'hui, quand vous recevrez une médaille, pensez à vos enfants et surtout de lire de vos petits-enfants dans la société dans laquelle on vit et sur laquelle on pourrait être inquiet, très inquiet. Mais aujourd'hui, c'est un moment de joie, c'est un moment de fête. Et la ville du Cateau et les élus qui sont nombreux, ils sont sortis des tours de manège pour venir avec vous. Hein? C'est un moment de joie où on va passer quelques instants ensemble et après on prendra un verre à distance de convivialité. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais laisser la parole à Joël, parce qu'elle a envie de parler aujourd'hui. Elle a fait au moins une semaine sans parler, sans voir ses aînés, et souffre, elle voudrait vous parler. Et on commencera avec une exception près. J'ai une dame qui est présente ici, qui vient d'un mariage et qui est venue exprès entre-temps ici. Donc si vous permettez, on fera une dérogation pour la passer en premier. Voilà, merci à vous tous. Je laisse dire quelques mots à Joël et on commence la cérémonie. Merci Monsieur le maire. Moi je tiens à vous féliciter aussi toutes et tous, parce que c'est vrai que maintenant le travail est tellement rare. Alors avoir des médailles 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est vraiment exceptionnel. Alors je vous félicite tous et on aura le temps de converser tout à l'heure, comme vous le disiez Monsieur le maire, autour d'un pot, mais à distance. Merci. Voilà, puis je remercie Nathalie Lefranc, qui est la secrétaire générale de la mairie et qui est à mon cabinet. Les médailles d'honneur et de travail. Alors là, on va commencer par Madame Vanette Isabelle. Alors, Madame est en pleine cérémonie de mariage. Je commençais la chaleur du mariage chez les gens du Nord. Merci d'être venue, Madame. Madame Vanette Isabelle est agent logistique à la Société de produits alimentaires à Caudry. Et vous avez l'échelon or de la médaille de 35 ans d'exercice. Félicitations. Oui, c'est déjà très bien défendu. Voilà, merci à vous. Félicitations. Merci à vous. Alors, les médailles d'argent pour 20 ans de travail. Madame Corinne Chrétien, qui est parmi nous. Si l'employeur est là, bien entendu, il vient, c'est la tradition et c'est lui qui remettra. Corinne est opératrice polyfinition à la SASA de Gâteau-Cambrésis depuis plus de 20 ans. Corinne, on se connaît très bien, c'est vrai? Très bien. Voilà. Et je te passe toutes les félicitations, moi je conseille. Quelqu'un de jeune, dont la renommée est plus chez sa femme que chez lui, qui génère quelquefois un peu de tension, mais c'est toujours le bien-être. Monsieur Père,
spécialiste en industrialisation à la société Nestlé France à Boué, notre ministre. Je ne sais pas si le directeur de Trémois est là. Voilà, je peux arriver. Si tu veux bien approcher. Tu viens toujours de Reims? Oui, tout à fait. Voilà, c'est un geste très fort que vous faites pour personne. Monsieur Dubois Jérôme, qui est opérateur de montage à Locato André. Non, mais j'aurais bien aimé, il ne me semble pas que vous travaillez à Trémois. Non, donc je vous remets bien. C'est monsieur de moyenne, excusez-moi. Voilà. Mais c'est avec plaisir que je peux vous remettre comme les autres. Non, venez monsieur de Noyenne. On va vous faire passer, il va rester là. Alors monsieur de Noyenne Frédéric, c'est sauté une ligne, ma secrétaire m'a dit tout de suite, trop tard. Qui est opérateur technique, lui, à Trémois, lui. Vous voulez dire quelques mots? Non, on est très heureux du travail de Frédéric qui, en plus de ses engagements professionnels chez nous, travaille aussi pour les pompiers. Et c'est pour nous important d'avoir quelqu'un de ce corps-là qui nous aide aussi quand on a des problématiques de sécurité sur le site. Donc on est très heureux d'avoir Frédéric parmi nous. Merci à vous. Monsieur Dubois Jérôme, venez là. Voilà. C'est la fête du travail, c'est un chef d'entreprise qui va au travail chez Joël. Ah bah, je te le remettre. Alors, monsieur Dubois Jérôme est opérateur monteur à la SASA. Félicitations. Merci. Monsieur Mérès David. Qui lui travaille à LCA à Roubaix, tous les jours, la route, j'ai fait pendant quelques années, et qui est OP senior expert. Ça veut dire quoi? OP senior, ouvrier, professionnel, en peinture. D'accord. Félicitations pour cette nouvelle. Et alors, l'échelon vermeil, c'est 30 ans. Monsieur Bourmi Kamal, qui est soudeur à la société Vélista à Roubaix, est-il là? Non. Monsieur Casarimeno, voilà, il est arrivé, qui est tourneur, lui, à la société Engrenage Réducteur Messian Durand, et ça se situe à Cambrai, entreprise Messian. Monsieur Copillon Thierry, qui est conducteur d'engin à Suède, Nord-Est, à Cambrai. Monsieur Denoffre Thierry, qui est technicien mécanique à Septembre, à Bourdilly. Exactement. Félicitations, monsieur. Monsieur Plescas Christophe, responsable d'achat technique à la société Mater de Boué. Il n'est pas là. Monsieur Potier Jean-Pierre, opérateur SASA à Locato André. Alors, on revient Chouard, 35 ans, Madame Langlais, Marie-Agnès, technicienne logistique à la société Trémois à Locato. Il n'est pas là, mais excusez. Non, elle n'est pas là. Son chef d'entreprise est pourtant venu de Reims, je lui dirai. Monsieur Milo Eric, qui est conducteur à la société Suez à Trois-Lignes.
Voilà. De travail. Bien. Voilà. Félicitations. Monsieur Sten, il y a deux autres qui se suivent, c'est un peu compliqué à dire. René, qui est pilote de chaîne à la Saint-Jean à Lucato Compressé. Non. Alors là, on passe dans une catégorie tout à fait exceptionnelle. Souvent, on entraîne les droits à la retraite. Et je vais appeler une figure qu'on connaît bien, Madame Paris-Jocelyne, qui travaille à Michel. On a eu des chances, parce que son directeur est là pour lui remettre ce diplôme de 40 ans. Je félicite. Et puis, je me tourne vers Sydney Delcroix, madame, si vous voulez bien venir. David, voilà. J'ai eu un petit mot gentil de Charpentiste tout à l'heure. Et je remercie David d'être venu. Madame Delcroix Sydney, qui est chef d'équipe conditionnement à Nora et Lucato, et qui reçoit le diplôme du travail pour 40 ans. Pour un joyeux service. C'est juste quelqu'un vraiment d'incroyable, plus de 40 ans à Norail. Donc mon père et moi, évidemment, on le félicite, c'est un pilier pour nous. Toujours le sourire, très professionnel, quasiment jamais absent. Voilà, juste en ce moment, tu es en train de déménager avec ton mari, et ça c'est légitime. Non mais vraiment on est heureux d'avoir des personnes comme ça, Norail. 40 ans c'est incroyable, tous les ans Serge tu fais la Saint-Éno avec nous, et tous les ans on fait des médailles comme ça. 40, 35, 30, c'est vraiment incroyable, et puis que des gens qui ont fait Norail. Donc tout simplement toi Céline, merci beaucoup, tu as encore un petit peu de temps pour rester à Norail, encore 2 ans, voilà. On est très content que tu restes encore 2 ans, même si tu peux rester un petit peu plus, tu le sais, la porte est grande ouverte. En tout cas, profites-en. On a beaucoup de boulot, par contre. Ouais. Serge, ça c'est la bonne nouvelle côté Norail. Je sais qu'à Trémois, le directeur est là. Il nous l'a confirmé aussi la semaine dernière. Donc en tout cas, c'est le côté positif pour nos 2 entreprises. Et la Sazolle, je pense que ça va, ça tombe correctement. Et voilà, merci beaucoup Sylvie. Merci. Bonne continuation. La cérémonie est terminée, je tiens à vous remercier, je l'ai fait courte compte tenu du contexte. Et puis si vous voulez bien, pour la presse, et puis si vous voulez recevoir une photo de groupe pour ce jour, on va tirer des photos et puis on fait les 3 minutes. Le Sporting Club Catésien a organisé son assemblée générale et dressé le bilan de la saison précédente et fixé les objectifs pour la saison suivante. Tout d'abord, c'est l'Assemblée Générale qui devait se dérouler au mois de juin comme tous les ans, en fin de saison. Mais pour les raisons que l'on connaît, donc elle a été reportée aujourd'hui. Donc au programme, bien entendu, c'est toujours les bilans sportifs, les bilans financiers et puis donner quelques informations sur le club. Bon, alors commençons par les informations. Alors pour les informations pour le club, alors déjà là, on a déjà entamé la saison puisque la saison est recommencée depuis une quinzaine de jours avec les différentes coupes et avec le championnat senior. Par contre, le championnat des jeunes commence ce week-end dans des conditions forcément difficiles. Donc l'Assemblée Générale aujourd'hui, c'est surtout faire le point de ce qui s'est passé la saison dernière. Bon, la saison dernière, sur le plan sportif, donc le Covid a fait arrêter le championnat le 13 mars. Donc forcément, ça a eu des conséquences sur les résultats. Après, des décisions ont été prises par la fédération, par le district, et puis on n'a qu'à tout simplement respecter ce qui a été décidé. Bon, alors, par rapport aux équipes, quels sont les changements? Alors par rapport aux équipes, citez mieux l'équipe senior A comme l'équipe senior B l'année dernière, finit donc 3e et 4e. Et donc là aussi, malgré qu'on soit pendant toute l'année sportive de septembre à mars pratiquement en tête du championnat, fait que le dernier match forcément nous fait passer en 4e position et on n'a pas donc réussi encore cette accession tant souhaitée au Sporting Club depuis 3 ans. Donc voilà un petit peu, on repart
maintenant cette année avec une nouvelle équipe. Il y a eu forcément des entrées et des départs. Bon, tout ça c'est généralement compensé. On n'est qu'au début. Alors effectivement au niveau licence, pour l'instant on est 153 licenciés, mais ça va seulement monter en puissance chez les jeunes, puisque les jeunes vont seulement débuter à partir du mois d'octobre pratiquement, hein, chez les plus petits. Donc au niveau de nos jeunes, on a aussi cette année mis chez les jeunes un niveau beaucoup plus haut, c'est-à-dire on va jouer pour certaines équipes et certaines catégories le district 1, c'est-à-dire le plus haut niveau district. On n'est pas encore en régional bien sûr, hein, mais on est en district chez les jeunes, donc un bon comportement chez les jeunes. Et puis pour embrayer sur cette nouvelle année sportive, on a donc engagé une équipe complémentaire en U11. Donc voilà, on a une école de football U6 à U9, on a une équipe U10, on a une équipe U11B, une équipe U11A, une équipe 12, une équipe 13, une équipe 15, une équipe 17 de seniors et peut-être une équipe foot loisirs. Donc tu vois André qu'au niveau du Sporting Club, les effectifs sont là, le Sporting Club se porte bien. Alors on ne parle plus du football féminin, qu'est-ce qui se passe? Alors le football féminin c'est terminé depuis 3-4 ans maintenant chez nous, puisque bon, c'est très difficile pour créer une équipe féminine. Je dirais qu'il y a des grosses structures qui peuvent le faire, mais donc on crée des structures féminines par âge également, donc c'est très compliqué. Nous on peut avoir des gamines qui puissent jouer dans nos équipes de jeunes jusqu'à 14 ans, et après il faut trouver une équipe spécifique. Là c'est très très compliqué. Et puis chez les seniors, la saison où on a donc arrêter et jeter l'éponge, c'était très compliqué. Les mamans qui travaillent, les dames qui sont enceintes, les blessés. Donc on a jeté l'éponge de ce côté-là. Bon, alors dans l'équipe des seniors, est-ce que les effectifs sont complets? Alors les effectifs sont au complet, c'est-à-dire on a autant de seniors cette année que l'année dernière, mais malheureusement on commence la saison avec quelques blessés. Donc le match de dimanche dernier n'a pas forcément été une réussite, mais là aussi il y avait pas mal de titulaires absents. Donc, mais l'équipe B néanmoins a gagné à l'extérieur 3-0 à Brias, donc c'est un bon résultat. Mais on démarre lentement, peut-être un peu moins bien que l'année dernière, puisqu'on est déjà éliminé de la Coupe de France, mais on a fait des matchs honnêtes au niveau de la Coupe de France contre Alincourt et contre Humilly la semaine d'après. Bon, est-ce que l'équipe dirigeante est à renouveler ou pas? Alors, bien entendu, comme d'habitude, nous allons renouveler une partie du comité directeur, puisque un tiers du comité directeur composé de 13 membres doit sortir. Donc, il y a des sorties, il y aura forcément encore des rentrées. Le Sporting se porte très bien. Oui, le Sporting se porte très bien. Bon, ce qui nous pose problème, bien entendu, c'est cette fameuse Covid-19 qui, comme toutes les associations sportives, crée des mouvements et des problèmes liés à l'accession des terrains, des vestiaires, des douches. Et puis, on devait organiser le 24 octobre le tournoi du LOS, que tu connais bien, catégorie U11. Donc, un monde fou, hein, parce qu'aux Essarts, souviens-toi, il y a 2-3 ans, il y avait 300-400 personnes. Donc là, il y a 24 équipes de 12. Donc j'ai eu la réponse du district aujourd'hui. Le district n'accepte pas qu'on fasse cette manifestation. Ça peut se comprendre. Mais là aussi, c'est peut-être des retombées financières en moins pour le club. C'est aussi une certaine image qu'on veut donner, qu'on ne pourra pas donner. On était aussi dans le cadre du centenaire. Tu ne l'as pas oublié, mais dans le cadre du centenaire, toutes nos manifestations qui étaient prévues au mois de mai, au mois de juin ont été supprimées. Le comité a donc prévu de renouveler ça au mois de mai 2021 en espérant que tout se passe bien, puis en espérant que la compétition puisse reprendre normalement, disons. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter au Sporting en fin de compte? Longue vie au Sporting Club, hein. On va attaquer notre 101e année, et puis je pense que nous on est prêts. Maintenant il restera à pouvoir faire de la compétition, c'est ce qu'on souhaite également pour les seniors, mais on souhaite aussi pour tous nos jeunes, parce qu'on a énormément de jeunes le mercredi, et bon, il faut que ces gamins puissent s'ébattre, mais dans des conditions de sécurité. Alors, bonne route au Sporting alors. Merci André, merci à Beffroi Vision d'être venu à notre Assemblée Générale, et puis je vous dis au plaisir sur les terrains de foot. Comme chaque année, depuis 2003, et dans le cadre de l'hommage national au harkis, une gerbe a été déposée au monument situé rue des Poilus. Bien, mesdames, messieurs, journée nationale d'hommage aux harkis et aux membres de l'information supplétive. Préparez-vous pour le dépôt de gerbe.
Dépôt de charge. Au bord. La plupart d'entre nous savons que depuis chaque année, depuis 2003, le 25 septembre, la France rend hommage à l'engagement des anciens harkis et autres membres des formations supplétives ou assimilées, qui ont servi la France en Algérie de 1954 à 1962. Pour les plus jeunes, qui étaient donc ces harkis? Alors je voudrais ici d'abord dire que nous avons ici dans l'assistance M. Michael Ménina, qui est fils de harki, et dont le père a été décoré ici même, sur ce lieu ici, il y a quelques années. Les harkis étaient ces supplétifs de l'armée française qui avaient choisi de se battre avec elle contre les nationalistes algériens. Pendant la guerre d'Algérie, l'armée française comptait des appelés et des engagés musulmans. Elle a aussi recruté des supplétifs sous contrat mensuel sans statut militaire. Certains étaient rétribués de façon modique, comme les harkis, d'autres étaient bénévoles, comme les hommes des groupes d'autodéfense formés dans les villages. En un mot, ces hommes tenaient le terrain au profit de l'armée française. En mars 62, la France évaluait à 263 000 le nombre total de musulmans pro-français qui étaient menacés, dont 58 000 harkis. Le 18 mars 62, les accords d'Évian, qui scellent l'indépendance de l'Algérie, ne prévoient aucune protection à l'égard des harkis. La France les a abandonnés. En Algérie, ils furent l'objet de massacres. Les familles des combattants n'étant pas épargnées. Ceux qui avaient gagné la France furent traités en parias, abandonnés dans des sortes de camps d'internement, sans le moindre soutien économique ou social. Ils ont été marginalisés, frappés d'ostracisme, victimes du racisme, comme si la France les reniait, en avait honte après les avoir utilisés. Entre 30 000 et 150 000 supplétifs sont massacrés en Algérie après 1968. Selon les statistiques officielles, le nombre total des rapatriés d'Algérie s'élevait en septembre 1962 à 596 000 personnes, dont 21 000 musulmans et parmi ces derniers 12 500 harkis. Dans les 596 000, bien sûr, vous avez les pieds noirs. Depuis plusieurs années et à de nombreuses reprises par l'intermédiaire de ses plus hautes autorités, la France a fait sienne l'exigence de vérité en reconnaissant avoir manqué à son devoir de protection et d'accueil et tenté d'adoucir cette page noire pour la République qui a manqué à son devoir. Si rien ne peut changer le passé, si rien ne peut guérir les blessures, aujourd'hui nous contribuons à réparer l'oubli. L'histoire des harkis, c'est aussi la nôtre. Elle est celle de toute une nation, elle est une part de l'histoire de France, elle ne peut être ni tue ni oubliée. C'était Madame Geneviève Dariussec, secrétaire d'État au Gouvernement des armées qui l'a dit. Aujourd'hui, la France améliore sensiblement les mesures lancées par les gouvernements successifs et parachève le processus de réparation envers les anciens harkis et leurs familles, en revalorisant l'allocation de reconnaissance. J'ai encore en mémoire, certains d'entre vous aussi, l'arrivée au plateau de plusieurs familles en 1962 qui avaient été autorisées à installer leur tente caïdale rue du Bois-Mon-Plaisir. Elles n'y restèrent que pas très longtemps avant d'être envoyées dans les camps de transit qui leur étaient réservés. Mesdames et messieurs, vous avez compris la responsabilité de l'État français envers ces harkis longtemps oubliés de l'histoire, pour lesquels nous nous devons de rendre un hommage appuyé. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Merci de votre attention. Chaque 25 septembre, la nation rend un hommage solennel aux anciens harkis et aux autres membres des formations supplétives qui ont combattu pour la France au cours de la guerre d'Algérie. De 1954
à 1962, cette guerre est l'histoire d'une déchirure, bouleversant les repères, tiraillant les opinions, divisant les familles des deux côtés de la Méditerranée. Les harkis avaient fait le choix de la France et avaient rejoint l'armée française. Ils étaient pour la majorité des civils, armés par la France, avec pour mission d'assurer la sécurité des villages et de points stratégiques. Ces membres des formations supplétives participaient également à des opérations militaires aux côtés de l'armée française. Parmi eux, il y avait quelques femmes auxquelles nous pensons aussi aujourd'hui. Toutes et tous ont servi la France avec loyauté, courage et abnégation. Il y a 58 ans, les armes se sont tues. Les anciens supplétifs et leurs familles ont dû affronter de nouvelles épreuves. Pour ceux restés au pays, ce fut bien souvent l'horreur des représailles. Pour les autres, ce fut le déchirement, la fuite et l'exil. N'accordant pas sa protection aux harkis restés en Algérie, la France a abandonné ses propres soldats, ceux-là même qui lui avaient fait confiance, ceux qui s'étaient placés sous sa protection, ceux qu'il avait choisis et qui l'avaient servi. Et pour ceux qui purent rallier l'autre côté de la Méditerranée, elle ne sut pas les accueillir avec fraternité, les maintenant dans des camps de transit ou les hameaux de forestage. Cette période de notre histoire reste une plaie ouverte dans notre mémoire collective. Depuis plusieurs années, la France, par la voix de ses plus hautes autorités, a reconnu avoir manqué à son devoir de protection et d'accueil. Cette reconnaissance, nous la renouvelons aujourd'hui, de même que l'hommage aux combattants. Nous souhaitons que l'histoire des harkis, ainsi que celle de leurs enfants, y compris celle de leur accueil, soit mieux connue, mieux reconnue et davantage transmise. C'est pour cela que nous poursuivons les actions de mémoire, l'organisation d'expositions. C'est pour cela que nous favorisons les rencontres entre des témoins et des jeunes. C'est pour cela que nous œuvrons à la valorisation des sites témoins de l'histoire des harkis par la création de stèles et de mémoriaux. Ces lieux sont des lieux de mémoire et de transmission qui méritent l'attention de tous. Les harkis et leurs descendants ont contribué et contribuent encore par leur dévouement, leur courage et leur réussite à l'histoire, à l'identité et à la vitalité de notre pays. Par cette journée nationale, nous voulons redire aux anciens harkis notre profonde reconnaissance et notre solidarité. Geneviève Dariussec. Soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez-vous maintenant. Risque zéro ou pas? Le dépistage du cancer du sein est un moment parfois difficile à franchir, mais qui a une importance vitale. La diffusion du spot de prévention vous apportera des éléments appréciables pour franchir cette étape. Contre le cancer du sein, se poser des questions, c'est déjà agir. Le résultat du dépistage, tout de suite ou plus tard? Tout de suite, un premier résultat. Par sécurité, dans les 2 semaines, un second radiologue vérifie. Et dans 9 cas sur 10, on est rassuré. Et si on a d'autres questions, on peut consulter son médecin et le site e-cancer.fr.
Contre le cancer du sein, se poser des questions, c'est déjà agir. Le dépistage, risque zéro ou pas? Il arrive parfois que l'on diagnostique et que l'on traite un cancer qui n'aurait pas ou peu évolué. Le risque zéro n'existe pas. Mais chaque année, grâce au dépistage, plus de 10 000 cancers agressifs peuvent être soignés plus tôt. Et si on a d'autres questions, on peut consulter son médecin et le site e-cancer.fr. Savoir, c'est pouvoir agir. Suivons le premier épisode de la nouvelle émission « L'insoutenable légèreté de l'Hertz ». Je ne vous en dis pas plus. Et je vous laisse le soin de découvrir cette nouvelle rubrique de 4 épisodes. Dépêche-toi, ça commence! Notre télé, véritable prototype de la télévision idéale. Le maréchal Simon, son rédacteur en chef intègre, la belle Pamie et le grand Clon, le plus grand des reporters de tous les temps. Sans compter Tutur, le gai pinson. Non, amis téléspectateurs, la rédaction de notre télé n'est pas telle qu'on vous l'a décrit. La belle Pamie est abonnée à Bûcheron Magazine et elle profite souvent de ses reportages pour tenter de trouver l'âme sœur. Le grand Clon, Beg, doit tous ses scoops au hasard. Arthur Galopio est un véritable bulleur pot de colle. Quant au maréchal Simon, ne l'oubliez pas, vous êtes dans l'insoutenable légèreté de l'Hertz. Avec Samantha Whitney dans le rôle de Pamie, Jean-Louis Glomo dans celui de Peter McFishburne interprète le maréchal Simon et Arthur Galopio son propre rôle. En tant que garant moral de notre télé, je te sens de te calmer. Sinon, tu retourneras à la CAC Academy en cours de perfectionnement, réviser les attentes de notre cœur de cible. Pas la Académie. Pamie, dans les règles de l'art, de la quéquétitude, je te confie la tâche d'une interview exclusive de Mickey le Camionneur. Si tu te contenteras de Gérard du Viaduc, dentiste, collectionneur de pipes. Ah, ça va? On était tous les deux destinés. Dis, Pamie, je peux venir t'aider? Ouais, dans mon camion. Les beaux, il était pompier. Dis donc, Pamie, c'est quoi ton numéro de portable? Comme ça, je pourrais t'envoyer des textos. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Ah, mais avec un casque de pompier. Dis donc, Pamie, est-ce que t'as internet? Comme ça, on pourrait se chatter. Hello. My name is from not tele. Come inside. Today is going to be a special day. This way. Vous organisez une fête? Mais vire Poustache! Moi je m'en fous! Un jour le monde entier saura que je ne suis pas 5 minutes ça passe! Oui mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Nous apprenons à l'instant que notre ami mais néanmoins confrère Hans Götzig vient de se faire enlever par Gérard du Viaduc qui dans un communiqué revendique la libération du pays où il habite. En tant que garant moral de notre télé, c'est une bonne nouvelle. Mon Götzig mourira-t-il dans d'atroces souffrances dues à des torturations sordides de l'infâme Gérard du Viaduc, le dentiste indépendantiste? L'insoutenable légèreté de l'air, c'est un feuilleton signé Paul-Lémic Victor, entouré de tout le faire savoir et le savoir-faire de Beffroi Vision. N'oubliez pas, on fera pire la prochaine fois. Oh, Snash, il doit avoir mieux à faire qu'à se s'amuser avec du Mickey. Et voici nos annonces locales. En raison de travaux d'entretien, le cimetière communal sera fermé de 13h30 à 18h du mardi 6 octobre au vendredi 9 octobre inclus.
Ce journal est maintenant terminé. Prenez bien soin de vous, respectez les consignes antivirus et passez une bonne semaine. Au revoir et à bientôt. Et je remets mon masque, ce qu'il faut faire.